L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter la Team Croisière et la croisière Leader Porteur de Sens et Bien-être en Méditerranée, qui aura lieu du 21 au 28 février 2016 en partance du port de Marseille pour une aventure extraordinaire. Et ça, je pèse mes mots. Donc, quel est l'objectif de ce projet? Eh bien, l'objectif est de vous offrir durant 8 jours la possibilité de faire le plein d'énergie et d'idées pour faire décoller vos projets, de découvrir des solutions, des nouveautés, de rencontrer, de réseauter, de vous détendre et surtout de bénéficier de l'expertise de nos conférenciers de haut vol, connus et reconnus dans leur domaine d'expertise, afin de faire les meilleurs choix pour vous, votre famille et votre entreprise. Alors cette croisière a pour but de vous accompagner pour développer vos richesses et développer les richesses du monde, pour contribuer à éveiller les consciences, éveiller vos consciences, pour créer du sens, pour produire des valeurs, pour recevoir le meilleur et pour donner le meilleur. En résumé, pour être des leaders du changement, des leaders de demain. Justement, ma façon d'incarner ce nouveau leadership en tant que coach et entrepreneur, c'est de vous proposer une expertise unique d'évolution personnelle en famille pendant une semaine sur un magnifique bateau de croisière. Mais évidemment, pas toute seule. Ce qui donne du sens à ce projet, c'est la co-création. Je suis entourée d'une impressionnante équipe d'intervenants dans la même dynamique, complètement prêts à donner de l'énergie et du temps pour vous faire vivre une expérience unique et surtout contribuer à toutes vos transformations. Alors, nous avons un programme structuré avec des propositions de conférences, d'ateliers pour tous les goûts et pour tous les âges. Mais surtout, une furieuse envie de partager des moments forts avec vous et de repartir tous enrichis avec les yeux qui brillent et le cœur qui pétille. Et la devise de cette croisière, une citation que j'aime énormément d'Antoine de Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Alors, qu'est-ce qu'il y aura sur cette croisière? Il y aura des conférences qui auront lieu le matin, basées sur 3 piliers fondamentaux, le bien manger, le bien penser, le bien agir, qui s'orientent sur le bien-être physique, mental et spirituel. Des ateliers l'après-midi, animés par de grandes figures du monde du développement personnel. Je pense notamment à David Lefrançois, Guillaume Andreu, Jean-Michel Guret, Didier Renac, Béatrice Cuvelier, Susanna Croma, Sergio Lobari, Audrey Barriot, Doug Tenza, pour ne citer que. Et pour les enfants, il y aura 2 éducateurs de Human Vision qui encadreront et s'occuperont de vos enfants toute la journée avec des ateliers ludiques. Nous serons sur un bateau, un navire pour vraiment peser le mot, qui peut accueillir plus de 4000 personnes. Cependant, vous serez encadrés et accueillis par toute l'équipe de Human Vision pour vous permettre, vous et votre famille, de bénéficier de tout le confort et de toute l'organisation au sein du navire et de participer librement aux différents séminaires et ateliers avec tous les autres participants, des entrepreneurs, des décideurs, des indépendants, bref, des leaders de demain. Et parmi ces leaders, ce soir, j'ai l'honneur de présenter Guillaume. Guillaume, je vais me permettre de vous présenter en quelques mots, ensuite vous donnerez la parole si vous le permettez. Donc, oui, Guillaume, ou alors vous voulez tout de suite prendre la parole pour vous présenter? Non, allez-y, allez-y. Alors, Guillaume, c'est un coach de vie. Il est enseignant PNL chez Paul Pironet Institut. Il est passionné, captivant, très pédagogue et c'est un coach personnel et professionnel profondément humain, bienveillant, ouvert et vrai. Après 10 années de travail sur lui-même, de rencontres, d'études et d'expériences dans le domaine du développement personnel, sa passion pour l'humain le conduit à s'intéresser à ses modes de fonctionnement psycho-comportementaux et particulièrement à sa capacité à changer et à développer ses potentiels pour évoluer. Guillaume est un accompagnateur de talent aux résultats probants et rapides dans la lignée des thérapies brèves. Et je peux en témoigner parce que Guillaume m'a accompagné plusieurs fois et je ne vois que des résultats juste extraordinaires. Donc voilà Guillaume, j'espère que j'en ai dit assez. Sinon, je vous donne la parole justement pour peut-être compléter votre biographie parce que je sais qu'elle est juste exceptionnelle et extraordinaire et qu'il y a d'autres points, je pense que je n'ai pas abordés.
Ok, merci Rafika en tout cas pour cette présentation. Alors, de là à dire que ma biographie est extraordinaire, moi personnellement, j'en ai pas l'impression. D'un point de vue J'ai l'impression personnel. D'accord. En J'ai tout cas. l'impression d'être un qui a eu son parcours et qui a cherché, à se développer parce que j'étais je dirais en proie à pas mal de problématiques, de complexes, de manque de confiance en moi, de mal-être, etc. Quand j'étais jeune. J'avais une vision du monde particulièrement stressée et anxieuse. Je dirais que les gens me faisaient peur, les autres m'inquiétaient un petit peu. J'étais toujours. Les autres vous faisaient peur, Guillaume. C'est un grand mot. Les autres, dans l'ensemble, si je les connaissais pas et que je n'étais pas rentré dans une forme de sécurité avec eux et d'intimité avec eux, j'étais plutôt méfiant. J'avais plutôt toujours l'impression que les autres voulaient prendre le pouvoir, avoir le dessus. Enfin, c'était cette idée de c'est la loi du plus fort. J'étais vraiment dans cette vision des choses. Donc une vraie croyance. Comment? Bien sûr. Une vraie croyance négative. C'est un état de survie, je pense, qui était généré par l'environnement dans lequel j'évoluais, avec une mère très très inquiète, très anxieuse, qui était infirmière, donc qui voyait autour d'elle essentiellement toute la journée que des catastrophes et des choses difficiles. Donc je pense que j'ai eu cette part de conditionnement-là. Un père qui voyait aussi la vie comme quelque chose de difficile. Voilà, c'est dur, il faut y aller, il faut bosser, etc., etc. Donc j'avais, je dirais, j'ai un peu hérité de ça, et puis je devais aussi avoir moi, personnellement, dans mon tempérament déjà à la base, une sensibilité. J'étais un enfant, un garçon très sensible. Enfin, en tout cas, le fait est que il y a eu un moment dans ma vie où j'en ai eu assez d'être en proie à ces difficultés personnelles. Je m'intéressais beaucoup, je me posais beaucoup de questions sur le monde, des questions de sens sur les choses, sur le sens de la vie, le sens de ce monde, de l'être humain, pourquoi l'être humain est plus intelligent que les autres espèces, ou pourquoi il est comme ça par rapport aux autres. Enfin bref, je me posais plein de questions existentielles, et comme je lisais pas un seul bouquin, parce que j'étais plutôt feignant et en plus un peu dyslexique sur les bords, du coup, je lisais pas. Alors je me posais plein de questions et je discutais souvent avec les gens de ça. Puis j'étais déjà, je dirais que j'avais déjà une âme un peu de psychologue à l'époque quand j'étais jeune, parce que j'étais tout le temps en train d'écouter les problématiques des autres et d'essayer de les accompagner ou de les aider. Seulement, je le faisais pas toujours très bien, parce que j'avais pas de technique, parce que j'avais pas appris de méthode. Voilà, j'avais pas développé. Donc j'avais cette écoute, j'avais parfois cette capacité à donner des conseils ou à, je dirais, permettre aux gens de changer un peu de point de vue, de voir les choses sous un angle différent. Mais j'étais pas très bon pour les aider à se sortir de leurs problématiques finalement. Je trouve, ils restaient comme ça en boucle dans leurs problèmes. Et moi aussi. C'est-à-dire que c'était un peu ça qui me posait souci, c'est que je me rendais compte que j'avais beau m'ouvrir. Après, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'avais beau apprendre des tas de théories, apprendre des tas de techniques, comprendre des choses de la psychologie, du bouddhisme, de l'astrologie ou d'autres disciplines que j'ai étudiées pendant un temps parce que ça m'intéressait. Je me rendais compte que finalement, il y avait des choses en moi qui ne bougeaient pas et qui ne changeaient pas. Et pourtant, il y avait des personnes et des bouquins sur, par exemple, l'hypnose, la PNL, toutes ces techniques-là qui présentaient des recettes en disant, bah voilà, ça marche, il y a des gens qui se transforment, qui transforment leur vie, etc. Alors j'étais un peu dubitatif par rapport à ça. J'avais une partie de moi qui se disait, je sens qu'il y a une part de moi qui sentait que c'était possible et que c'était vrai. Et puis il y en a une autre, un peu plus pessimiste, qui croyait pas trop en fait, qui se disait ouais tout ça c'est peut-être des manipulations, c'est peut-être des gens qui essayent de nous vendre des trucs, enfin bref. Donc j'avais une vision un peu partagée, je dirais, de ces choses-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis à la fois quelqu'un de très créatif d'un côté, très comment on pourrait dire, intuitif, instinctif, etc. Mais je peux être, je dirais, connecté à des choses. Il y a des systèmes de pensée qui sont parfois un petit peu comme ça dans les nuages. Mais d'un autre côté, j'ai un côté très pragmatique. Donc, je me suis dit bon, pour y croire, il faut que j'ai des preuves. Alors j'ai été chercher, j'ai été étudier
aussi bien les sciences cognitives, la biologie. Enfin, quand je dis étudier, j'ai pas non plus été faire des études pendant des années dans des universités, mais je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai lu, j'ai vu des conférences, j'ai participé à certains séminaires, etc. pour essayer de mieux comprendre concrètement ce qui se passe, comment l'être humain fonctionne, que ce soit sur un plan énergétique, sur un plan de la pensée, de la psychologie, des émotions et du physique, pour arriver à me convaincre moi-même et pour arriver à me transformer moi-même déjà dans un premier temps. Et puis comme je me suis formé à beaucoup de disciplines et beaucoup de méthodes, au final… Vous êtes formé, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je sais, vous avez la PNL, mais vous avez aussi l'hypnose, vous êtes un passionné de neurosciences. Qu'est-ce qui fait justement que vous êtes attiré par ce genre de discipline? Parce qu'en fait, la psychologie telle que la propose, je dirais, l'université, qui est en France quand même beaucoup axée sur de la psychologie freudienne, donc plutôt orientée psychanalyse, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je me suis intéressé à ça, mais ça me parlait pas en termes de changement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie du changement. C'est vraiment ce qui aide concrètement les gens à se transformer. Alors, pas forcément que à être conscient de leurs problématiques, d'avoir compris, d'avoir analysé et compris ce qui ne fonctionne pas chez eux, mais également de dire, OK, maintenant que je sais ce qui ne fonctionne pas, comment je fais pour transformer ça et comment je fais pour arriver à fonctionner autrement. Et ces techniques… Transformer quoi? Comment? Pardon. J'ai dit transformer quoi concrètement? Transformer son rapport à soi et son rapport au monde. Transformer la façon dont on se sent soi en lien avec soi-même. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que j'ai de l'estime pour moi-même? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi-même? Est-ce que je suis quelqu'un de vivant, quelqu'un qui va s'ouvrir aux autres, qui a envie de contribuer dans ce monde, etc. Ou alors, est-ce que… alors ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire ce qui se passe là-dedans, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est d'abord là que ça se passe, selon moi. Pendant longtemps, j'ai cherché à l'extérieur. Hein. Pendant longtemps, je pensais que les réponses étaient à l'extérieur et que la vérité était à l'extérieur. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça, c'était un leurre. Il y a autant de vérité, il y a autant de possibilités de voir ce monde qu'il y a d'êtres humains et de cerveau, je dirais, pour le voir, l'observer, le construire. Donc, du coup, j'ai vite changé mon point de vue et je me suis dit, s'il y a quelque chose que tu dois changer, c'est d'abord toi et d'abord tes modes de fonctionnement, avant de vouloir aller transformer les autres ou d'aider les autres. Et puis, effectivement, après, une fois que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de compétences en la matière, j'ai accompagné des gens. Alors, au départ, j'ai commencé par de la gestion du stress, des choses très corporelles, du massage, de la relaxation, de la respiration, de la cohérence cardiaque, etc. Et puis, ensuite, je me suis très, très vite pris de passion pour tout ce qui touche à la PNL, à l'hypnose, en fait, tout ce qui touche à la gestion mentale, émotionnelle et comportementale. C'est vraiment et je dirais pas sur un plan que personnel, mais évidemment sur un plan collectif aussi, puisque finalement on se retrouve à fonctionner en collectif, on retrouve les mêmes fondamentaux de fonctionnement dans le collectif que dans l'individuel. En sachant qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est plusieurs, je dirais, sans parler de schizophrénie, on va parler de schizophrénie positive. On a à l'intérieur de nous différentes facettes, différentes, je dirais, parties, personnages qui cherchent à coexister. Et du coup, tout ça fait que d'abord, si on veut ne plus être trop en conflit avec le monde extérieur et en résistance avec le monde extérieur, il faut d'abord qu'on arrive à, je dirais, faire céder un petit peu les résistances à l'intérieur de nous et trouver plus d'harmonie et de bien-être intérieur. Justement, Guillaume, si vous permettez, avant d'aller dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous m'avez suivi dans ce projet? Pourquoi vous nous avez tous suivis dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de la team Croisière? Parce que je trouve que c'est super, parce que moi j'adore passer des bonnes vacances. J'adore les choses qui sortent de l'ordinaire. Et voilà, la mer, le bateau. Enfin, je dirais que l'environnement va être quand même optimal. Ça va être un truc qui va permettre vraiment de se sentir bien. Et en plus, avoir la possibilité de s'enrichir, la possibilité de travailler sur soi, la possibilité de connecter avec d'autres, peut-être des méthodes qu'on n'a pas encore connues, de suivre des ateliers pour expérimenter tout ça, parce que parfois, quand on ne connaît pas le développement personnel et qu'on le voit un petit peu de l'extérieur, ça peut parfois un petit peu inquiéter, comme moi au départ, d'ailleurs, en l'occurrence, j'étais le premier à être inquiet. Donc, du coup,
Là, ça va être quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir des conférences, de découvrir sur le plan conceptuel, intellectuel des choses, et puis après de pouvoir mettre en pratique certaines choses en fonction de ce qui les attirera le plus. Et donc, c'est tout un collectif de personnes qui se rassemblent dans un même bateau pour aller dans une direction commune et transmettre aux gens des connaissances, des valeurs, partagées. Enfin, moi, c'est tout ce qui me plaît, en fait, c'est tout ce qui m'anime aujourd'hui. C'est pas ce qui m'animait avant, hein. Parce qu'avant, les êtres humains, ils m'excitaient. Mais aujourd'hui, j'ai compris que finalement, au fond de chaque être humain, il y a vraiment quelque chose de bien, quelque chose de bon, si on sait comment le stimuler, si on sait comment aller le révéler. Donc, du coup, je suis très content et je trouve que vous êtes une très bonne leaduse par rapport à ce projet, puisque vous créez quelque chose qui est vraiment bien structuré, etc. Donc, c'est très appréciable de pouvoir se laisser porter, je dirais, embarquer. Voilà. Je me laisse embarquer dans le projet avec grand plaisir. Merci Guillaume. Alors nos internautes ont certainement hâte de vous écouter. Pour nos participants ce soir, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Guillaume sur le chat et on vous retrouve tout à l'heure. Merci Guillaume. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure et sur le fait que ce qui m'intéressait moi à un moment donné de ma vie, quand je sentais qu'il y avait un certain nombre de circonstances, de situations qui ne me convenaient plus et qui ne me convenaient pas, qui me mettaient mal à l'aise, qui faisaient que je me sentais pas vraiment épanoui, etc., etc. Et qui étaient liées aussi à des choses que moi je faisais et qui me gâchaient la vie, parce que je pense qu'on est tous pareils, on a tous acquis des fonctionnements, des attitudes, des réflexes conditionnés par notre environnement, par notre passé, par notre famille, par nos amis, etc., etc., qui font que parfois on se gâche la vie consciemment sur certaines choses, parce qu'on est tout à fait conscient que ce qu'on fait n'est pas forcément bon pour nous, et parfois inconsciemment, parce qu'on le fait malgré nous, c'est devenu des automatismes. Alors quand je parle de ça, se gâcher la vie, ça paraît par exemple le fait de fumer, le fait de trop manger ou de mal manger, le fait de pas être forcément suffisamment à l'aise dans ses relations avec les autres et d'arriver à obtenir des relations qui soient positives avec les autres, le fait de pas oser dépasser certaines limites personnelles, rester dans certains blocages qui nous empêchent de pouvoir faire des choses que l'on aimerait vraiment pouvoir faire, qui correspondent à des aspirations profondes, mais on se retrouve bloqué, on se retrouve limité, on ne sait pas par où commencer, etc., etc. Bref, tout cet ensemble de choses, il y a à la fois des choses qui nous gâchent la vie que l'on sait, ce qui nous gâche la vie qu'on aimerait changer. Il y en a d'autres, on ne le sait pas vraiment, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est pas parce qu'on le sait que c'est facile de changer. C'est pas parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait pouvoir changer qu'on va être capable de le faire et d'opérer les transformations qu'on veut. Et alors parfois, on sent qu'il y a une petite évolution dans notre vie, qu'il y a des petites choses comme ça qui, avec la maturité, se transforment. Mais il y a parfois des grandes transformations qu'on aimerait opérer et qui sont pas si simples que ça à opérer quand on n'a pas les connaissances, quand on n'est pas accompagné pour. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, je me suis posé ces questions à un moment de ma vie. Et ce qui m'a conduit à aujourd'hui faire le métier que je fais, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement d'être accompagnant, donc accompagner des gens avec des techniques type de PNL, hypnose, EFT, cohérence cardiaque et autres approches comme ça qui viennent se connecter à ça, focusing, etc. Et également d'être dans la formation parce que moi je suis vraiment porté, c'est vraiment important pour moi de pouvoir partager, de pouvoir transmettre ces connaissances et pouvoir aider les gens qui sont dans des difficultés personnelles, quand ça ne va pas, à essayer de faire que ça aille mieux pour eux. Voilà, donc je fais de la formation en PNL et je fais également ce métier-là. Mais avant de faire ça, comme je disais tout à l'heure, il a bien fallu que je change quelques petites choses, parce que quand on regarde bien, je ne sais pas si vous avez le petit PowerPoint, mais voilà à quoi je ressemblais quand j'avais, on va dire, entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais pas tout à fait le même que je suis aujourd'hui. Je dirais sur le plan physique, j'avais pas la même apparence. Et puis, sur le plan de l'attitude intérieure et sur le plan du système de pensée, j'étais aussi avec pas mal de petites tares, je dirais. Je dis des tares, c'est pas très gentil pour moi-même, mais en tout cas, c'était pas forcément simple. Donc, il a bien fallu que je transforme des choses. Et ce changement, souvent,
on pense que le changement, c'est quelque chose où, enfin, c'est souvent quelque chose qui inquiète les gens, parce que soit ils sont confrontés à des changements et qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas du tout envie de vivre ces changements-là. C'est la situation, c'est leurs circonstances de vie qui font qu'à un moment donné, ils se retrouvent à être confrontés à des changements qui les obligent à sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est clair que l'animal dans lequel nous vivons, le corps humain, quelque part, est pas très à l'aise avec les changements de circonstances de vie. Pourquoi? Parce que ça demande de mettre en place une forme d'homéostasie, c'est-à-dire de rééquilibrer les choses, de s'adapter en permanence. Et ça crée, c'est des efforts. C'est des efforts parce que ça demande de faire parfois des nouveaux apprentissages et d'aller au-delà des choses que l'on sait déjà. Donc, ce changement, et là j'ai perdu un peu le fil de mes pensées, puisque de parler tout seul devant une caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Je reviens, je vais retrouver ce que j'étais en train de vous dire. Eh ben, je ne le retrouve pas. Oui, je disais que parfois ça fait peur. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc parfois le changement, ça fait peur, parce que les gens disent, il y a une partie d'eux qui est comme elle est, en quelque sorte. Ils ont l'habitude d'être comme ça, ils ont l'habitude d'avoir ce type de fonctionnement, ils se sont construits comme ça, ils ont construit une personnalité avec le temps, etc., pour devenir qui ils sont. Il y a des choses qui ne vont pas, alors la plupart du temps, ils imaginent que peut-être ça vient de l'extérieur, c'est les autres qui ont un problème, c'est pas forcément eux, hein, c'est plutôt le réflexe que l'on a au départ. Et quand on leur dit, ce serait pas mal que tu changes les choses, là, ça devient compliqué pour eux. Mais en réalité, changer, ça veut pas dire changer totalement qui on est et changer totalement ce qu'on est. Pour moi, changer, ça veut dire changer ce qui ne va pas, améliorer les choses. C'est-à-dire faire le point sur les comportements, sur les sentiments, sur les croyances, sur les valeurs, sur les façons d'être et les façons de faire, en quelque sorte, qui nous conviennent pas ou qui créent des résultats dans notre vie qui ne sont pas satisfaisants pour nous. Et puis, aller modifier les choses de façon à ce qu'on puisse révéler, ressortir, mettre en avant ce qu'il y a de meilleur en nous, les choses qui correspondent à nos aspirations profondes. Voilà, ça, je pense que ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est inévitable dans la vie. Enfin, c'était en tout cas ma vision des choses. C'est-à-dire, je me disais, c'est pas possible qu'on puisse passer une vie à côté de soi, à côté de ses envies, à côté de ses aspirations, à côté de ses passions, parce que la vie nous demande de rester tout simplement connecté à une réalité purement basique, matérielle, de subvenir à ses besoins, etc., etc. Et je trouvais que c'était très limité. En tout cas, ça ne me parlait pas. J'avais vraiment un idéal beaucoup plus élevé que ça. Donc, je ne sais pas si vous partagez cette vision ou cet idéal des choses, mais si vous êtes là ce soir, c'est sûrement que vous avez vous aussi envie de changer des choses. Voilà. Donc, l'idée, c'est changer des choses. Ça ne veut pas forcément dire rester dans quelque chose qui est purement, je dirais, intellectuel et impalpable. Parce que c'est souvent ce qui se passe, les gens se disent d'une pensée à une autre, en fait, tout ça, la pensée, c'est un petit peu du vent, c'est quelque chose qui traverse notre esprit comme ça, à un moment donné, mais ça n'a pas forcément de réalité. Donc, aller voir un coach, aller voir un hypnothérapeute, aller voir ces personnes qui nous accompagnent, qu'est-ce qu'ils vont nous aider à transformer? Est-ce qu'ils vont vraiment être capables de nous permettre de changer notre sentiment intérieur, de nous sentir mieux, de trouver des solutions à des choses peut-être qui nous posent problème depuis des années et on n'a toujours pas trouvé cette solution. Donc, d'aller voir quelqu'un comme ça et de se dire que cette personne, par des questions, par des façons de nous faire travailler, notre gestion mentale, émotionnelle, va nous permettre de changer, il y a plein de personnes qui en doutent, et ce qui est bien normal, parce que moi j'étais le premier à en douter au départ, à partir du moment où je n'avais pas la connaissance, je doutais de cette chose-là. Donc l'idée, c'est que les changements que vous voulez opérer, en réalité, ont une réalité justement physique, physiologique, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que votre façon de penser est liée à votre état d'être. Mais votre état d'être actuel est aussi le résultat de vos pensées. Alors, il y a des personnes qui ont écrit des choses comme ça sur l'homme est le reflet de ses pensées, ou vous êtes le résultat de votre vie et le résultat de vos pensées. Et alors, ça peut paraître bizarre, mais oui, en effet, c'est la réalité. C'est-à-dire que une pensée, c'est quelque chose qui est avant tout, sur un plan physiologique,
une série de connexions neuronales. Donc, les neurones, c'est les cellules nerveuses qui composent en grande partie le cerveau et qui s'interconnectent les unes avec les autres au niveau de la matière grise, c'est-à-dire de cette matière de surface du cerveau, qui s'interconnectent très très vite et qui font que je vais aller chercher une image dans mon esprit, aller chercher un son, aller chercher une représentation, un souvenir, un sentiment, etc. Que tout ça, ça va s'associer à un moment donné pour créer ce que je suis en train de penser maintenant, ce que je suis en train de ressentir maintenant, ce que je vais faire physiquement en termes de comportement maintenant. Donc tout ça, c'est une réalité là-haut. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on s'intéresse donc à ce qui se passe dans le cerveau, on voit qu'on a plusieurs niveaux de cerveau. Si on prend le modèle de MacLean, qui avait été développé par MacLean, il y a 3 grands niveaux en fonction de l'ordre de l'évolution des espèces, on va dire, de la façon dont les cerveaux se sont créés au fur et à mesure de l'évolution des espèces. On va commencer par le cerveau reptilien, qui est donc à la base, donc avec le tronc cérébral, avec le cervelet, avec un certain nombre de parties comme ça qui sont plutôt en dessous du cerveau et qui, on va dire, fait partie du cerveau lié aux automatismes, mais aussi lié à la conscience de soi. C'est-à-dire au fait que je suis un être humain ou un animal, si je suis un animal, et que je sais qui je suis, je sais que l'autre est l'autre, un autre animal ou un autre être humain, et en rapport avec cet environnement, je vais avoir un certain nombre de réflexes conditionnés, un certain nombre d'automatismes qui vont me permettre de pouvoir m'adapter à cet environnement. Donc c'est le cas, par exemple, des lézards qui ont ce fameux cerveau reptilien en eux, et puis après, évidemment, d'autres structures cérébrales, mais qui ne sont pas très développées par rapport à nous. Alors ensuite, on va avoir la partie limbique. La partie limbique, le cerveau limbique, c'est, on va dire, le cerveau affectif, émotionnel et relationnel. C'est le cerveau qui permet de passer de la pensée, de la réflexion, à la mémorisation, à la programmation des choses, et au fait aussi de faire le lien et d'être en interaction avec le corps, en relation avec le corps, et de pouvoir gérer les processus corporels, le cœur, l'intestin, enfin tout ce qui se passe dans notre corps. Il y a des informations qui remontent dans le cerveau traite tout ça et fait redescendre d'autres informations. Donc on va voir ça juste après. Et puis, donc c'est lié à toutes ces choses-là, les émotions, les apprentissages, etc. Et puis on a le néocortex. Donc le néocortex, c'est la partie qui est très très développée chez l'être humain, qui est une partie qui est peut-être la plus développée de toutes les espèces sur cette planète. En tout cas, quand on l'étale comme ça sur une surface, c'est très grand par rapport aux autres espèces. Elle est toute repliée sur elle-même, elle est pleine de neurones, de matière grise, et on va avoir dans cette partie les différentes aires, par exemple le pariétal qui concerne les sens, visuel derrière, avec l'occipital, avec le frontal aussi, avec la partie préfrontale ici, qui est, on va dire, pour résumer les choses, le siège de notre conscience de nous-mêmes, du fait qu'on est capable d'être dans la réflexion par rapport à soi, d'être en interaction avec le monde extérieur, de se parler à soi, d'être dans cette conscience des choses, on va dire. Et qui peut aussi nous aider parfois à réguler nos instincts ou à réguler nos émotions, à réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors ce qui est intéressant, c'est que les informations, on les capte autour de nous, avec nos sens, avec nos yeux, avec notre système nerveux périphérique. Tout ça, c'est traité par notre cerveau, qui construit une réalité du monde à l'intérieur de nous. Et puis, cette réalité, elle est plus ou moins transformée par des processus de modélisation des choses, du monde, qui vont faire qu'on va sélectionner que certaines informations dans notre environnement, en fonction de notre système de croyances, de notre système de valeurs, de ce qu'on est. On va sélectionner certaines informations, on va en déformer d'autres pour les faire correspondre justement à nos croyances. On va généraliser un certain nombre de choses. Alors, par exemple, pour vous donner un petit exemple, j'imagine, moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais complexé par le fait de porter des lunettes. Donc, j'imaginais évidemment que, comme moi, je me trouvais pas du tout à l'aise avec ces lunettes, j'imaginais que toutes les personnes qui me voyaient avec des lunettes se disaient que j'avais une sale tête ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, que j'étais pas très attirant avec ces lunettes-là. Et donc, dès que j'arrivais dans un endroit, je sélectionnais des informations, c'est-à-dire que dès que les personnes me regardaient, j'observais leur attitude et puis j'observais ça pour voir si effectivement c'était en correspondance avec ce que je croyais. Alors pour peu que quelqu'un me fasse un sourire, j'étais capable avec un autre filtre qu'on appelle la distorsion, j'étais capable de transformer son sourire en une espèce de grimace
et de me dire, en fait, il n'est pas en train de me sourire, il est en train de faire une grimace, et il est en train de se moquer de moi à l'intérieur de lui. Parce qu'en plus, j'avais cette grande faculté de faire de la lecture de pensée, bien sûr, parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'est-ce qu'on passe son temps à faire? À imaginer ce que les autres peuvent bien penser de nous. Donc, je me disais, effectivement, qu'est-ce que peuvent bien penser ces personnes de moi? Et j'utilisais donc, et puis après, je généralisais en me disant, de toute façon, si cette personne m'a dit que j'avais une sale tête avec mes lunettes, ça veut dire que tout le monde pense la même chose, etc., etc. Donc, tous ces filtres et tous ces processus de modélisation font qu'à un moment donné, on se crée une vision du monde, un modèle du monde particulier, et qui fait qu'on va avoir certaines attitudes de pensée et de réaction et de comportement face à l'environnement dans lequel on se trouve. Alors tout ça, c'est pas définitif, bien sûr, ça peut se transformer et ça peut se changer. Moi, c'est ce message-là qui m'intéresse de faire passer. Et comment ça se passe quand vous avez toutes ces informations qui sont traitées là-haut? À un moment donné, ces informations sont traitées par votre cerveau limbique et toutes ces informations électriques, on va dire, liées à des électrochimiques, sont transformées par le cerveau limbique en chimie, en neuropeptides, en neurohormones, etc., qui vont partir dans votre corps et qui vont donner des informations aux différents organes, aux différentes parties de votre corps pour que vous ayez tel ou tel type de réaction. Alors les émotions, ben, c'est ça. En gros, les émotions, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre votre corps, le monde extérieur, comment vous allez vous mettre en mouvement par rapport à ça, intérieurement et extérieurement, comment vous allez réagir par rapport à ce monde extérieur en fonction de l'état dans lequel vous êtes à l'intérieur. Et évidemment, la pensée va jouer un grand rôle dans le fait que vous allez ressentir tel type d'émotion, ou vous allez être capable de gérer tel type ou tel type d'émotion ressentie instinctivement dans certaines situations. Donc les émotions, c'est quoi? C'est des sortes de petites neuropeptides, des assemblages de protéines qui sont transmises. Alors tout à l'heure, je vous parlais des neurones, hein, on va partir sur l'image des neurones, puisque vous allez voir que donc il y a des sortes de petites synapses, etc., des petites molécules. Et ces petites molécules, elles sont, je dirais, conduites à l'intérieur de votre corps pour générer certains comportements. Par exemple, quand vous êtes stressé, vous allez voir tout un système au niveau des amygdales limbiques, au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse, et des sécrétions de certaines neuropeptides qui vont peut-être vous faire agir sous forme de colère, par exemple. Si c'est quelque chose qui vous fait obstacle à votre bien-être, quoi que ce soit, vous avez envie de pouvoir, je dirais, surmonter cet obstacle-là, vous allez peut-être vous mettre en colère. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller donner une information à vos surrénales qui vont elles-mêmes sécréter de l'adrénaline pour vous donner un coup de peps, qui va faire que vous allez sentir vos poings qui vont serrer, vos mâchoires qui vont serrer pour pouvoir attaquer, pour pouvoir agresser, pouvoir mordre éventuellement. Et donc, vous allez sentir tout cet influx et qui va vous mettre dans cette émotion de colère et peut-être vous faire crier, etc., etc., et vous mettre aussi dans un certain état d'esprit pendant un certain temps. C'est-à-dire, quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas exactement la personne que vous êtes quand vous êtes détendu ou calme. Vous n'avez pas forcément la même façon de penser, la même façon de percevoir les éléments autour de vous. Vous perdez, votre champ de vision se rétrécit et vous perdez votre capacité de réfléchir et de comprendre les choses. C'est pour ça que quand parfois dans les relations amoureuses ou même amicales, on rentre dans des conflits et qu'une personne commence à s'énerver, bon déjà et d'une c'est, comment on pourrait dire, contagieux, c'est-à-dire que l'autre va sentir cette vibration d'énervement, on va sentir ces signaux non-verbaux, etc., et va aussi rentrer peut-être dans l'énervement. Mais l'idée, c'est que ça va empêcher cette personne de voir la situation sous un autre angle, peut-être sous un angle plus équilibré, on pourrait dire, comme ça. Elle va partir dans une polarité très négative peut-être, et elle ne va pas arriver à voir le bon côté des choses. Donc l'idée, c'est que ces neuropeptides, elles vont descendre dans votre corps et elles vont fonctionner sur deux modes. Un mode vibratoire, c'est-à-dire qu'elles ont une vibration, et comme tout le corps, avec tous les tissus conjonctifs, etc., est un conducteur piézoélectrique, ou on va dire électromagnétique, vous allez avoir une vibration qui va s'installer dans votre corps et vous allez sentir comme ça cette émotion, alors surtout dans certaines zones privilégiées en fonction du type d'émotion que vous allez sentir, mais vous allez sentir comme ça que d'un coup vous allez être pris par quelque chose de façon quasiment instantanée. Alors ça peut être de la joie, d'extase, du plaisir, mais ça peut être aussi de la frustration, de la tristesse,
de la colère, etc. Et ça se manifeste donc sous forme de vibration, mais aussi sous forme d'alimentation pour les cellules. C'est-à-dire que vos petites cellules, elles ont une membrane autour. Je ne sais pas si vous voyez un petit stylo qui tourne autour, peut-être. Ces cellules, elles ont évidemment un noyau, etc. Elles ont des protéines à l'intérieur, elles ont des chromosomes à l'intérieur, elles ont de l'ADN, etc., etc. C'est une espèce d'organisme vivant, unicellulaire. Notre corps est composé que de ces petits organismes vivants unicellulaires qui ont une intelligence. L'intelligence, c'est une intelligence qui est liée à leur membrane. Le cerveau de la cellule, c'est sa membrane avec tous ses récepteurs qui captent l'environnement extérieur et qui, en fonction de l'environnement extérieur, va se mettre à adopter tel ou tel comportement. Alors, on va dire qu'il y a deux grands modes de comportement. Le comportement lié à un système de défense. Est-ce que je me sens en danger par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un problème financier, par rapport à un problème au travail, etc. Et à ce moment-là, je vais peut-être adopter une façon de me recroqueviller sur moi-même et de tourner en boucle dans ma problématique intérieurement et monter en plus le bourrichon, comme on dit, si je prends cette expression-là, et puis rester bloqué sur mon truc. Soit je vais plutôt m'orienter sur un mode de fonctionnement de croissance, c'est-à-dire que je vais plutôt aller chercher vers l'extérieur, à rentrer en interaction avec les autres et à chercher des solutions. M'enrichir de la vision de quelqu'un d'autre ou des autres et trouver des solutions pour pouvoir, moi, gérer les situations de vie, les différentes contraintes qui se présentent à moi. Alors le truc, c'est quand une cellule fonctionne mal, par exemple ici, si on voit ce groupe de cellules qui est plutôt en mode croissance, mais qui a une cellule qui, elle, se met à fonctionner en mode défense, automatiquement, ça va diviser les choses. Dans votre corps, il y a parfois des cellules comme ça qui se mettent, des groupes de cellules qui se mettent à fonctionner en dehors du système et qui ne sont pas en harmonie avec les autres. Automatiquement, ça crée des problématiques, des souffrances, des maladies, des cancers et autres types de problématiques. Et l'idée, c'est que l'assemblage de toutes ces cellules, au final, ça donne votre corps humain. Et que votre corps humain, en lui-même, c'est un peu aussi comme une cellule qui est parmi d'autres cellules de cette planète, d'autres humains de cette planète. Et quelque part, on a aussi, à l'échelle de notre corps humain, les mêmes modes de fonctionnement primaires que nos cellules. En gros, soit je suis en mode défense pour m'adapter à une situation, soit je suis en mode croissance, je m'ouvre, je m'enrichis, je vais voir ailleurs, voilà. Soit je suis dans la fuite, l'attaque, l'inhibition, je me ferme sur moi-même, je ne fais plus rien, etc. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces petites cellules, elles se nourrissent, concrètement parlant, littéralement parlant, des neuropeptides qui sont sécrétés par votre cerveau en fonction de votre système de pensée. Et ensuite, elles deviennent accros à ces émotions-là. Si, par exemple, vous vous mettez en colère une fois face à une situation qui vous frustre, par exemple, pendant un certain nombre de minutes ou d'heures, vous allez être en colère. Donc là, c'est juste une émotion passagère. Par contre, si ça dure plusieurs heures, on va dire, ou alors une journée complète, et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce sentiment, vous rentrez dans une humeur. Pourquoi on dit une humeur? Parce que finalement, tout votre liquide, toutes les parties de votre corps sont imbibées et sont sur cette fréquence de la neuropeptide de la colère, et les cellules sont en train de se nourrir de ça. Ce qui fait que vous entretenez une certaine possibilité de pouvoir vous remettre en colère très très facilement si quelque chose vous irrite, etc. Vous avez déjà dû faire cette expérience, vous mettez en colère le matin, à midi il se passe un truc, c'est reparti, le soir c'est reparti, etc. Et là, vous n'arrivez plus à vous calmer. Si ça dure plus longtemps que quelques heures, que ça dure une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, 10 jours, ça va devenir quelque part un tempérament. C'est-à-dire, on va se dire, cette personne a un tempérament colérique, il se met facilement en colère, etc. Et puis si ça dure encore plus dans le temps, ça va presque devenir un trait de caractère, voire presque votre identité, quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, arrivé à un certain âge, vous vous dites, et les autres se disent de vous, en fait, c'est quelqu'un de colérique, qui ne sait pas gérer ses émotions et qui se met tout le temps en colère. En réalité, vous n'êtes pas ça. Vous pouvez être autrement. Vous pouvez changer ça, que ce soit par rapport à la colère, que ce soit par rapport à la déprime, que ce soit par rapport au pessimisme, au complexe, à manque de confiance en soi, etc., etc. C'est toujours un petit peu les mêmes processus. Vous n'êtes pas ça, c'est juste que votre cerveau est tout le temps en train de se faire référence à ces expériences
s'identifie à ces expériences négatives plutôt que s'identifier aux expériences positives, et va faire une généralisation de ça et va créer cette impression que vous êtes cette personne-là et que vous êtes comme ça. Et vous allez vous raconter cette histoire. Vous allez vous raconter l'histoire de votre vie en vous disant « je suis comme ça, je manque de confiance, je suis… » Et alors pourquoi? Parce que si vous voulez changer ça, vous allez vous apercevoir que c'est compliqué. Parce qu'il suffit que vous lisiez un bouquin sur la confiance en soi, que vous voyez une petite vidéo, par exemple, intéressante, qui va vous stimuler, qui va vous inspirer en disant « oui, c'est bien, il faut avoir plus confiance en soi, etc. » Vous allez avoir une nouvelle pensée. Cette nouvelle pensée, elle va se faire en surface de votre cerveau. Parce que votre cerveau a de la plasticité cérébrale, il va se bouger, il va changer, il peut se configurer différemment, mais c'est un peu comme les feuilles d'un arbre, ça va s'agiter en surface. Et puis, si c'est pas répété de façon régulière, ça va pas rentrer dans les branches, c'est-à-dire que ça va pas rentrer dans profondeur dans le système neuronal, ça va pas aller s'incruster, les structures, les cellules nerveuses vont pas fabriquer les récepteurs, on va dire les bons récepteurs des molécules de bien-être ou des molécules de joie ou des molécules de plaisir, etc. et vont continuer de fonctionner et d'être dépendants des molécules de colère, de frustration ou de mal-être, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, à l'intérieur, s'adapte à l'environnement intérieur. C'est-à-dire que si vous imaginez quelque chose de négatif par rapport à votre environnement, même si ce n'est pas vrai dans la réalité extérieure, vos cellules corporelles à l'intérieur de votre corps, elles vont se fier à ce que vous imaginez. Elles ne vont pas se fier à ce que vous vivez de vrai à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes aires cérébrales qui construisent la réalité que vous percevez à l'extérieur de vous, mais aussi quand vous imaginez, vous fermez vos yeux et que vous imaginez d'autres réalités, c'est exactement les mêmes aires cérébrales qui se mettent en action. Ce qui veut dire que c'est les mêmes informations qui partent dans votre corps. C'est pour ça que vous pouvez être stressé alors que vous êtes dans votre canapé chez vous, tranquillement installé devant un film ou quelque chose. Vous pouvez déjà être dans l'état de stress ou dans l'état de colère que va vous provoquer une éventuelle situation demain ou après-demain ou dans 3 semaines qui va hypothétiquement se passer et qui va vous mettre déjà dans cet état-là. Alors le truc, c'est que comme vos cellules sont dépendantes de ça, c'est comme si vos cellules avaient l'habitude de manger régulièrement du chocolat. On va dire que la neuropeptide de colère, on va l'associer à une alimentation qui n'est pas très saine. Bon, le chocolat, c'est bien une fois de temps en temps, mais il ne faut pas trop en abuser. Donc l'idée, c'est qu'elles vont être dépendantes de ça, donc elles vont réclamer en permanence cette nourriture-là. Parce qu'elles ont développé tellement de récepteurs sur la membrane pour pouvoir se nourrir de ces molécules-là particulières, que l'ensemble de votre corps va demander à votre esprit de penser d'une certaine façon, de façon à produire la même chimie et le même bain chimique dans lequel vous baignez. C'est pour ça que c'est compliqué de changer. C'est pour ça que le changement, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Parfois, si. Moi je vois dans des accompagnements, des accompagnements que je fais avec des techniques d'hypnose ou de PNL. Enfin, de toute façon, je mélange un petit peu beaucoup de techniques. Finalement, j'utilise ces techniques-là comme ça. Je me rends compte que parfois, il y a des changements qui s'opèrent et qui sont très rapides. Mais il y a d'autres changements beaucoup plus profonds, liés à la personnalité, à l'identité, à des choses qui sont plus profondes, qui demandent plus de temps. Pourquoi? Parce que ça demande que vous changiez progressivement, que vous répétiez des systèmes de pensée de façon récurrente qui sont positifs, que ça change progressivement en profondeur dans les branches de l'arbre, qui est votre cerveau, la façon dont les branches sont constituées, les membranes qu'elles ont également, les récepteurs cellulaires qu'ils ont, que ça commence à s'intégrer profondément et que vous fassiez l'expérience dans votre vie, que finalement, comme moi, avant, je pouvais pas difficilement m'adresser à une personne sans être gêné, sans rougir, sans me poser 100 000 questions sur qu'est-ce qu'il a pensé, etc. Je n'osais même pas aller voir une vendeuse dans un magasin ou un vendeur pour lui demander un renseignement sur des fringues parce que j'avais peur de le gêner. Enfin, j'étais plein de blocages, plein de limites. Aujourd'hui, je fais des conférences devant des centaines de personnes. J'anime des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai suivi un processus de transformation et ça m'a transformé pas que dans ma tête, ça m'a transformé dans mon corps également. Ça a modifié la programmation de mon ADN à l'intérieur de mes cellules.
puisque on est tous fait pareil, on a tous un ADN qui peut, avec un certain nombre de gènes qui sont activés ou désactivés, comme des interrupteurs, qui vous ont été légués avec une certaine activation à la naissance, qui ont été activés ensuite d'une certaine façon par votre environnement quand vous étiez jeune, mais qui peuvent se désactiver ou se réactiver de façon différente en fonction des circonstances de votre vie et de ce que vous mettez en place de nouveau dans votre vie. Donc sachez qu'il est vraiment possible de changer, et je pense que j'arrive à peu près au terme du temps, c'est pour ça que Rafika revient. Et pour ça... Pas du tout, bien au contraire, c'est qu'il y a une avalanche de questions, et justement je voulais vous les présenter au fur et à mesure, de manière à ce que vous gardez cette dynamique, parce qu'on peut vous écouter pendant des heures. C'est juste génial. Donc, il y a la première question qui est assez intéressante. Elle vient de Didier. C'est certaines personnes sont conscientes qu'elles doivent changer, mais elles n'arrivent pas à passer à l'action. Comment déclencher le processus? Alors, justement, c'est super parce que l'idée, c'est que quand vous regardez ce schéma-là, vous vous rendez compte que les résultats qu'on obtient dans notre environnement sont liés à nos comportements. D'accord? Les choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Si je continue à faire toujours la même chose, on connaît cette phrase par cœur dans le monde du développement personnel, à utiliser toujours les mêmes comportements, on obtient toujours les mêmes résultats. D'accord? Alors pour changer un comportement et s'affirmer parfois différemment, passer à l'action, etc., on nous dit il faut prendre confiance en toi. Mais le problème, c'est que la confiance en soi, c'est une croyance qui va donner lieu à un sentiment, à un état interne, positif ou pas, si on n'a pas confiance, positif si on a confiance. Et cette croyance, souvent de la confiance, elle vient du fait qu'on a fait des expériences qui nous ont prouvé qu'on pouvait s'adapter à telle situation et faire les choses correctement dans telle situation. Alors ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tu aies confiance en toi pour faire quelque chose de nouveau. Alors c'est compliqué, c'est un peu antinomique, c'est paradoxal comme truc. Je dois, pour avoir confiance en moi, je dois avoir fait des expériences qui me prouvent que je suis capable de le faire, mais d'un autre côté, on me dit qu'il faut que j'ai déjà avant même de faire quelque chose de nouveau, confiance en moi. Alors c'est là que c'est un peu le chat qui se mord la queue et que les gens restent un peu coincés chez eux sur leur pied, à se demander s'ils vont arriver à y aller, à sortir de leur zone de confort ou pas. Et quel est le déclencheur, justement, pour passer à l'action? La zone de confort, à un moment donné, elle arrive à une certaine limite. C'est-à-dire qu'on commence à être insatisfait dans sa zone de confort. C'est un peu comme une île sur laquelle on serait, puis on a je dirais, épuisé toutes les ressources. Alors, si on veut, alors on ressent de la satisfaction automatiquement. Je suis frustré, je suis insatisfait. Alors, si je veux aller plus loin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imaginer un résultat différent. Ça, c'est la première chose qu'il est important de faire, c'est d'être capable d'avoir une vision d'un résultat différent qui pourrait nous faire du bien. Mais souvent, on n'ose pas avoir cette vision. Pourquoi? Parce que comme on n'est pas bien, déjà, on a du mal à le faire, à s'inspirer, etc., à se sentir du plaisir. Et puis en plus, il y a des tas de mécanismes mentaux, cerveau gauche, enfin en tout cas qui nous disent oui, mais comment tu vas t'y prendre? C'est bien beau de rêver, mais tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu n'as pas les moyens financiers. De toute façon, tu n'as pas les compétences. De toute façon, personne ne va te prendre au sérieux. De toute façon, enfin bref, tous les trucs, le syndrome, le saboteur, le syndrome de l'imposteur et toutes ces choses-là vont éventuellement être nourris comme ça au niveau de notre esprit, par notre mental. Donc l'idée, c'est malgré tout de toujours se focaliser sur une vision de quelque chose qui nous inspire et qui pourrait nous permettre de nous sentir mieux et plus à l'aise. Et on va monter dans les niveaux, c'est-à-dire qu'on va aller, pour changer un comportement ou pour changer un sentiment de blocage sur quelque chose, ben on va aller voir déjà si on a des capacités et si on peut développer des capacités pour pouvoir le faire, des nouvelles capacités, ou si on les a déjà en nous peut-être, qu'on ne les utilise pas. Et puis, on va aller aussi pouvoir transformer des systèmes de croyances ou aller chercher la croyance limitative qui nous fait croire que je ne peux pas être cette personne qui fait ça, comme moi, je dirais encore il y a 8 ans en arrière, qui avait du mal. J'espérais pouvoir pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'imaginais jamais y arriver. Je me disais, c'est un truc que tu feras peut-être sur tes vieux jours quand tu auras 60 ans. Je voyais pas du tout la possibilité de faire ça. Moi, j'étais vendeur commercial à ce moment-là de ma vie. Je voyais pas du tout comment je pourrais faire ça. Donc, à un moment donné, il a fallu, j'avais quand même une conviction profonde qui m'a aidé à me dire, tu vas dépasser ces croyances limitatives et tu vas aller au-delà de ce que tu crois être possible ou pas possible. Je sentais au fond de moi que c'était possible quand même, quelque part.
Et l'idée, c'est aussi d'aller beaucoup travailler sur les valeurs, c'est-à-dire sur ce qui nous anime, ce qui est important pour nous, ce qui nous permet de nous donner de l'estime. Donc, on voit qu'il y a une logique dans le changement. En fait, on fonctionne tous avec ces différents niveaux, aussi bien le comportement, aussi bien les sentiments, aussi bien la capacité, aussi bien les croyances, les valeurs, l'identité, etc. Et puis aussi ce qui nous relie au monde extérieur, c'est-à-dire le côté, l'appartenance, le sens, la reliance, la contribution. Donc, tout ce qui nous relie à la société, au monde qui nous entoure, pourquoi pas à la spiritualité, si on est connecté à cette dimension-là. Et ce qui fait que on va aussi pouvoir transformer beaucoup de choses par rapport à ça, parce que l'être que l'on est, l'ego ou la personnalité, l'identité que l'on a en tant qu'individu, va peut-être pouvoir trouver du sens à sa vie en se connectant au monde extérieur. Donc, on va pouvoir aller travailler sur tous ces niveaux, en fait, avec les personnes pour pouvoir les aider à changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur ces niveaux-là, c'est pas que de la théorie, c'est pas que quelque chose qui se passe comme ça dans le cerveau, ça va aller transformer profondément notre structure génétique, c'est-à-dire nos gènes vont se programmer et se reprogrammer différemment, ce qui va donner des comportements cellulaires différents, ce qui va générer des attitudes, des sentiments, des émotions, des sensations différentes face aux situations, et qui va faire qu'on va pouvoir petit à petit devenir la personne qu'on a envie de devenir. Très bien, donc du coup, la question de Cathy, l'hypnose peut-elle être un accélérateur de changement? Est-ce qu'il y a des techniques comme ça, effectivement, qui peuvent accélérer le changement? Oui, parce que quand ça ne va pas, si vous restez dans l'état dans lequel vous avez créé le fait que ça ne va pas, vous ne pouvez pas changer. Si vous pensez votre problème à partir de l'état dans lequel vous êtes quand ça ne va pas, vous ne pouvez pas changer. D'accord. Donc, quand ça ne va pas et que vous voulez changer d'état, eh ben, il faut d'abord changer d'état interne. Il faut d'abord changer, c'est-à-dire utiliser des états mentaux, on va dire l'état de quand vous ruminez vos problématiques, vous êtes peut-être sur un mode, ce qu'on appelle bêta, c'est-à-dire le mode d'activité cérébrale du quotidien, action-réaction, etc. On est obligé de réagir au monde qui nous entoure de façon assez rapide. On a aussi le mode alpha, le mode theta, le mode etc. Donc, c'est d'autres modes de fonctionnement cérébraux qui sont plus propices à l'intégration des informations, sont plus propices à la programmation, à la déprogrammation, à la reprogrammation du système. Alors, les modes les plus profonds, c'est ceux qu'on a pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, on sait que notre cerveau travaille à programmer un certain nombre de choses, prendre ce qui s'est passé dans la journée, l'intégrer, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que le sommeil, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de guide. Il n'y a personne pour nous aider à aller stimuler certaines ressources, stimuler certains potentiels, certains savoir-faire, certaines compétences intérieures. Alors qu'avec l'hypnose, on n'est pas en sommeil, bien sûr, on ne dort pas. Hein. On est juste en état modifié de conscience, qu'on appelle l'état de transe. Et dans cet état intermédiaire, notre conscient, critique, analytique, qui a tendance à se raconter cette histoire négative de ce qui nous arrive en ce moment et à nous mettre mal, lui, il va être un peu mis de côté et ça va permettre de pouvoir aller faire des transformations à l'intérieur. Alors, la PNL et l'hypnose permettent ça. L'EFT aussi permet ça, puisque c'est une technique qui est aussi basée sur le côté très hypnotique avec le tapoting, c'est très, il y a quelque chose de très hypnotique. Donc, il y a on recevra bientôt Jean-Michel pour nous expliquer absolument sur le filet. Jean-Michel Guret. Voilà. Donc, en tout cas, effectivement, on peut transformer les choses d'une façon beaucoup plus rapide. Mais attention, si c'est une question d'identité, si on doit monter tout là-haut au niveau de l'identité pour transformer les choses, il y a un sacré paquet de petits comportements, de petits sentiments, de capacités à développer, de croyances à changer, de valeurs à mettre à jour qui vont en plus bouger avec le temps. Donc, ça ne va pas se faire en un jour. D'accord ? Faut pas rêver l'idée qu'une technique nous transforme et que du jour au lendemain, on se réveille et on est une autre personne. On a confiance en nous, on est super à l'aise, on fait des trucs qu'on n'a jamais fait. Non, il y a toujours un temps de travail. C'est plusieurs années parfois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut plusieurs années avec une séance d'hypnose par semaine. Hein. Ça veut dire que vous pouvez faire une séance d'hypnose qui va vous aider à changer une chose, que vous allez peut-être en faire plusieurs sur une petite durée pour pouvoir commencer à mettre en place des choses. Vous allez du coup observer des changements dans votre vie
quotidiennes, dans vos façons de réagir, dans vos façons de penser, dans vos façons d'être, etc., qui vont vous amener à vouloir peut-être travailler sur encore autre chose. Et puis avec le temps, vous allez comme ça vous façonner, je dirais, ce diamant aux différentes facettes que vous pouvez être. C'est-à-dire peut-être on part d'un diamant un peu grossier au départ, qui n'a pas vraiment été façonné d'une certaine façon, et vous avez la possibilité de vous façonner avec ces différentes facettes de personnalité, que ce soit personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, etc., etc. Et pour ça, il y a toute une logique de travail. Oui. L'idée, justement, rebondit là-dessus en disant devenir ce que nous souhaitons devenir. Comment savoir si c'est le bon choix? François précise que c'est une good question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut, moi, j'ai tendance à dire, j'utilise des mots qui sont connus de tout le monde, mais parce que ça peut toucher aussi bien ceux qui sont dans la spiritualité que ceux qui ont même une connaissance comme ça. Je dirais qu'il y a en nous, on pourrait dire, il y a l'ego et puis il y a l'âme, l'être profond. D'accord? L'ego, c'est c'est la partie de nous qui fonctionne en interaction avec ce monde extérieur, qui se sent un individu à part entière et parfois même isolé des autres et séparé du monde qui l'entoure. Et qui va utiliser certaines personnalités. Le persona, c'est le masque, et donc certains masques dans certaines circonstances. Alors avec le domaine professionnel, je vais être telle attitude, telle façon de faire. Avec mes enfants, je vais faire autrement. Avec mes amis, je vais faire autrement. Donc elle va utiliser différentes facettes de personnalité pour pouvoir s'adapter au monde qui l'entoure. Le truc, c'est qu'au fond de nous, on a quand même toujours je dirais, cet être profond ou cette chose que l'on est, qu'on a l'impression d'être comme ça au plus profondément de nous-mêmes et que peut-être même qui n'a quasiment pas changé depuis qu'on est enfant. C'est quelque chose qui est là et qui, malgré toutes les expériences de vie, on a l'impression qu'on est ça, quelque part. Et cette âme ou cet être profond, sa particularité, c'est qu'il ne fonctionne pas forcément avec du mental, avec de la parole, etc. Il fonctionne avec des sentiments ou avec des sensations. Et quand vous pensez à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, pas que du plaisir passager, je dirais un plaisir qui va compenser un mal-être plus profond, hein, le plaisir du quotidien, manger, boire, fumer, faire la fête, etc. C'est pas ce genre de plaisir-là dont je parle. C'est plutôt une joie intérieure. Quand on ressent une forme de joie à l'égard de quelque chose, un enthousiasme, une pulsion, ça veut dire souvent que l'on a le talent, les compétences, les dons qu'il faut pour pouvoir devenir cette personne particulière et pouvoir être ça. Seulement, notre mental, notre manque de connaissances, notre ignorance souvent, et nos croyances, les croyances que l'on a forgées avec le temps, nous font nous dire que c'est pas possible ou que c'est pas pour nous ou que ce sera difficile, etc., etc. Donc ça vient chanter, ça vient un peu, je dirais, casser ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Mais il y a effectivement des techniques de travail, quand on va travailler sur les valeurs, quand on va travailler sur une vision future, etc. Il y a des techniques qui permettent d'aller reconnecter la personne à ce qui est. Et d'ailleurs, c'est une des conférences que je vais proposer, un des ateliers que je vais proposer sur le bateau, sur la croisière, consiste à faire ça. Consiste à se remettre en lien et en connexion avec ce qui nous anime profondément. En sachant qu'on utilise une technique particulière pour faire ça, parce que pour arriver à chanter le mental, à chanter notre façon de penser habituelle. Quelle technique, Guillaume? Comment faire? Comment? Et quelle serait cette technique? Alors, ils la découvriront ceux qui viendront la découvriront sur le bateau. Après, sinon, je donne aussi des conférences, je donne aussi des ateliers comme ça sur Lyon qui leur permettent d'explorer ça. C'est les techniques j'appelle ça le coaching collectif. Donc, il va y avoir deux ateliers. Un atelier qui va permettre de travailler sur soi intérieurement et sur sa confiance en soi, sur travailler un peu son air du bien-être, son air de la paix intérieure. Et puis, il va y avoir des techniques qui vont permettre aussi de pouvoir y voir plus clair, clarifier sa vision, se recentrer sur ses aspirations profondes, vraiment être dans une reconnexion avec ce qui nous motive, avec ce qui nous fait envie et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Très bien, merci Guillaume. Je rebondis tout de suite sur une question de Laurence qui est assez intéressante. Pour parler de technique tout à l'heure, Laurence nous pose la question suivante. Quel changement l'hypnose peut apporter par rapport à la PNL? Est-il plus pertinent d'utiliser soit l'un, soit l'autre, ou faut-il faire un mix des deux?
Alors moi, je fais un mix des deux. Parce que, à moins qu'une personne me demande une séance en direct, parce que moi, je travaille beaucoup aussi par Skype et par téléphone. J'accompagne beaucoup de gens. D'ailleurs, Rafika, je vous ai accompagné à distance. Plusieurs fois. Ouais, par téléphone et par téléphone d'ailleurs, en l'occurrence. Il y a des personnes que j'accompagne par Skype. Et donc, il y a des techniques d'hypnose, des techniques de PNL qui se font à distance et qui marchent très très bien, qui fonctionnent très bien. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui veulent plus expérimenter une séance d'hypnose un peu plus traditionnelle. Donc, je vais utiliser des techniques un peu plus traditionnelles et mettre en forme une séance en disant, bah voilà, maintenant, on va passer à la partie hypnose, etc. Mais la plupart du temps, ça passe... voilà, j'accompagne la personne et petit à petit, sans qu'elle s'en rende compte, elle part dans ses processus de pensée, elle rentre dans son intériorité, elle rentre en transe d'une certaine façon, même si c'est pas une transe parfois profonde. Il n'y a pas forcément besoin d'entrer dans une transe très profonde pour travailler avec les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur un état de transe qui leur permet le changement, mais en même temps, qu'ils soient dans une forme de conscience et de compréhension de ce qui est en train de se passer et de ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que derrière, si on fait des transes trop profondes et que les personnes repartent sans savoir exactement ce qui s'est passé, quand ils se retrouvent confrontés à un problème qui peut éventuellement redéclencher le problème qu'ils avaient, oui. Ça peut les déstabiliser, voire qu'ils croient que finalement l'hypnose n'a pas fonctionné et qu'en fait ils ne pourront pas changer. Ils se disent, bah voilà, parce que comme ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, comme ils n'ont pas capté comment s'est structuré leur problème éventuellement et comment ça se passe, c'est un peu comme quelqu'un, vous donnez la voiture à réparer, la personne rentre dans le garage, elle ferme la porte, elle répare, elle vous la rend. Le jour où vous retombez en panne, si vous n'êtes pas avec cette personne pour la réparer, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Alors que moi, la façon dont je travaille, c'est plus comme si la personne elle rentrait dans le garage et qu'en même temps que je travaille, je lui montre ce que je fais. D'accord, c'est un très bon exemple. Ouais. Elle sait, et si jamais un jour elle retombe en panne, son esprit pourra reprendre et dire, ah oui, là, c'est en train de se passer ça à l'intérieur de moi, je suis en train de vivre ça, et j'ai telle réaction, et tac, 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 elle pourra s'auto-corriger, s'auto-réguler quelque part. En tout cas, l'hypnose, oui, c'était la question, il me semble, permet de changer des choses en profondeur. Non, ça, c'était celle d'avant. Non, c'est quel changement l'hypnose peut apporter par rapport à la PNL. Justement, vous disiez tout à l'heure que c'était une complémentarité, que les deux fonctionnaient très bien. C'est bien, ouais. Sur quoi, justement, on peut mettre l'hypnose va apporter plus de profondeur, un langage de changement qui sera plus abouti que des accompagnements PNL traditionnels, on va dire. D'accord. Et le fait de mettre la personne dans un état de relaxation aussi, d'être plus dans un état de relaxation, de transe, etc., peut parfois permettre sur certains travails d'être plus efficace. La PNL, ça peut être très dynamique. On est en conversation avec la personne, bien évidemment qu'elle passe par des états de transe parce qu'elle visualise des choses, elle rentre dans des états internes, elle perçoit, etc. Mais de rajouter le langage hypnotique, et moi c'est à ça que je forme aussi chez Paul Pironi Institut, je forme à la PNL, mais je forme à une formation d'hypnose qui vient compléter la PNL parce que cette façon de parler, ce langage hypnotique qui a été beaucoup développé par Milton Erickson, rajoute vraiment de la puissance aux accompagnements et permet de changer encore plus efficacement. Ok, très bien. Justement, j'étais distraite par la question de Badrine qui dit comment neutraliser la stimulation négative quotidienne quand on est dans une société conservatrice en termes de valeurs et croyances. Alors ça, c'est une très bonne question et ça rejoint l'épigénétique, donc le fait que nos gènes se configurent et se déconfigurent et se reprogramment en fonction de l'environnement dans lequel on baigne, extérieur, mais aussi intérieur. Alors effectivement, on a un peu l'impression, j'aime bien utiliser cette métaphore, et moi c'était mon cas quand j'étais gamin, d'être une orchidée dans un champ de chardon. Alors, ou alors un petit chardon dans un champ d'orchidées, j'en sais rien, mais au départ j'avais cru que j'étais un chardon dans un champ d'orchidées, puis après je me suis dit non, finalement, c'est plutôt l'environnement qui est dur, cassant, etc., etc. Et moi, qui suis quelqu'un plutôt d'idéaliste, qui a envie, alors bien évidemment, après, je suis devenu comme ça avec le temps, parce que j'ai développé cette capacité à m'adapter à mon environnement,
Mais au départ, quand j'étais jeune, j'étais plutôt un gentil, la tête dans les nuages et plutôt idéaliste. Donc, on a des fois l'impression d'être une orchidée dans un champ de charbon. Et malheureusement, on ne peut pas changer les chardons qui sont autour de nous et les transformer en orchidées. Si ils n'ont pas décidé eux-mêmes, à un moment donné, en conscience, d'opérer un changement. Ou alors on change de champ. Donc, on peut se changer soi, on peut s'adapter différemment à son environnement. Mais moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai pris mes petites racines, je les ai remontées, et puis je suis parti chercher des champs d'orchidées. Alors ça a été ma façon de fonctionner. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'évoluer dans un champ d'orchidées parce que je suis entouré que de personnes qui sont dans les mêmes valeurs, les mêmes systèmes de pensée, en tout cas similaires, etc. que moi. Même si je m'intéresse à ce qui se passe autour, bien sûr, toujours. Mais j'évite de baigner trop dans des bains, je dirais, négatifs ou avec des systèmes de pensée restrictifs, limités. Pourquoi? Parce que j'ai tendance, comme tout le monde, à réadopter moi-même, pour m'adapter à cet environnement, des comportements et des schémas de pensée qui m'emmènent dans ce système-là. Donc, en clair, pour être bien, il faut changer son environnement. Éviter les personnes toxiques et aller plutôt vers un environnement qui nous monte vers le haut. Alors, ne pas non plus laisser tomber les personnes toxiques, ne pas non plus. C'est juste être dans une écologie vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'environnement. Et effectivement, si on est trop avec des gens qui ne conviennent pas, faut peut-être rajouter, trouver un équilibre en rajoutant des connaissances, en allant vers des gens, en allant vers des milieux de pensée, etc., qui nous correspondent. Quelqu'un qui est très artistique, mais qui est qu'avec des gens qui sont pas totalement terre à terre et pas du tout artistiques, au bout d'un moment, il peut se retrouver frustré et même presque perdre sa créativité. Donc peut-être que c'est important pour lui, à un moment donné, d'aller se prendre un cours de dessin, d'aller faire de la musique ou de trouver des gens qui sont des artistes comme lui pour qu'il se sente bien. Ça ne veut pas dire qu'il rejette son environnement, parce que je suis pas pour le fait de rejeter l'environnement. Je suis pour le fait de se transformer soi intérieurement pour l'accepter. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous dérange dans notre environnement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement transformé non plus à l'intérieur de nous. Alors oui, parfois il y a des environnements tellement durs, avec des gens qu'on ne peut pas raisonner, qui sont violents, qui sont agressifs, qui sont totalement égocentriques, qui sont peut-être des pervers narcissiques, qui sont peut-être plein d'autres choses. Justement, Guillaume, est-ce que ces personnes-là ne nous renvoient pas quelque chose, une partie en nous, une partie blessée qui n'a pas été justement guérie? Parce que normalement, quand on est confronté à ce genre de personnes, c'est que ça fait effet miroir. Oui, il y a un aspect comme ça. Mais même si vous prenez la personne qui a le plus travaillé sur elle, je sais pas, vous prenez des gens comme Mathieu Ricard ou je sais plus comment il s'appelle, le Dalai Lama, ou peut-être des gens comme ça, enfin bon bref, ou d'autres personnes dans le développement personnel qui ont vraiment fait un grand travail, qui ont une grande sagesse, vous les mettez dans un milieu avec des pervers narcissiques toute la journée, je suis pas sûr qu'ils tiennent longtemps dans leur état d'esprit, dans leur niveau de connexion, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'environnement va les influencer. Ça va être très compliqué d'arriver à rester comme. Je prends un exemple, juste un petit exemple que personne ne connaît, l'exemple de Jésus-Christ, qui est arrivé avec une façon d'être différente, une façon de penser différente, qui voulait transformer les gens, les aider à se transformer intérieurement, en fait. C'était ça qu'il prenait comme message, en disant vous pouvez vous transformer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la spiritualité. Voilà, il a été crucifié, etc., etc. Alors, ce qui veut dire en plus que dans l'inconscient collectif, ça nous pose un problème, c'est que si je suis quelqu'un de différent et que je pense différemment, etc., je risque d'être crucifié par mon environnement ou de ne plus être aimé. Pour les judéo-chrétiens, c'est quelque chose qui est un peu en arrière-plan, quoi. Alors oui, votre environnement risque parfois de vous rejeter, de vous mettre à l'écart, de vous dire vous faites partie d'une secte. Moi, je fais aujourd'hui, si j'écoute certaines personnes que j'ai connues, je fais partie d'une secte, etc. Voilà, je suis très bizarre pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à des choses qui sortent de leur champ, qui sortent de leur vision du monde. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas étudié ces choses-là, ils ne les comprennent pas. Donc du coup, je suis quelqu'un d'étrange. Donc ça fait que j'ai des personnes de mon entourage avec qui j'ai moins de contact ou avec qui j'ai plus de contact. Mais c'est pas pour que je leur en veux ou que je les rejette. C'est juste que c'est comme ça. François, j'en déduis que changer son mental passe par le changement d'univers, pro et privé, pour avancer plus vite. Alors, c'est une déduction effectivement que tu peux faire, parce que si tu changes d'univers radicalement, effectivement, il y a des changements rapides qui vont s'opérer. Ce que je disais tout à l'heure, il y a la zone de confort.
il y a la zone d'inconfort qui arrive juste derrière, le moment où on ne sait plus trop, où on perd un peu les pédales, etc. Et on est un peu dans l'incertitude. Mais souvent, quand on arrive à passer ça, il y a la zone de magie derrière. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des choses qui se passent totalement inattendues, qui se mettent en synchronicité les unes avec les autres, les coïncidences ou les synchronicités, selon comment on veut les appeler, etc. Et il se passe des choses parfois très inattendues quand on arrive à dépasser cette zone sortir de cette zone de confort, en tout cas l'élargir, passer la zone d'inconfort et aller là-dedans. Donc, oui, parfois, ça peut permettre des transformations plus rapides. Pour autant, il faut que ce soit écologique. Et la PNL, l'hypnose, et moi, en tout cas, les techniques l'accompagnement que je fais, c'est très, très important de rester dans une écologie. C'est-à-dire de prendre en considération l'environnement. Et de ne pas être dans un rejet, dans une dureté, dans un déni. Bon, moi, personnellement, je me suis un peu écarté. C'est-à-dire j'ai changé de ville. Vous savez, vous connaissez l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Tout à fait. Quand ils ont une image de vous, quand les gens ils vous ont connu sous un certain trait de caractère, un certain comportement, une certaine façon d'être, et que ça fait des années que c'est comme ça, c'est très difficile pour eux de changer l'image qu'ils ont de vous. Donc même si vous changez intérieurement, puis même physiquement, vous vieillissez, etc., ils vont parfois garder le même avis. D'ailleurs, Muriel Robin parle très bien dans un de ses sketchs où elle dit quand je rentre chez moi, finalement, ils me refont les mêmes blagues, mes parents, mes trucs, mes bidules, que quand j'étais à la maison. Et parfois, ils s'imaginent des trucs par rapport à son rôle d'artiste, comme si elle était différente et qu'elle était sur un piédestal. Donc, à la fois, on la ramène dans ce qu'elle est, dans ce qu'on a connu quand elle était petite, et d'un autre côté, on la met à distance comme si c'était une étrangère, inaccessible. Elle dit, mais en fait, c'est toujours moi. Je suis toujours cette personne, avec des nouvelles façons de penser, plus élargies, des nouvelles compétences, des nouvelles relations, etc. Mais... Donc c'est vrai qu'il y a souvent un peu cette notion d'appartenance, tu fais partie de notre truc, tu fais plus partie de notre truc, et nous aussi, on a tendance à fonctionner comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Voilà. Mais il y a des fois des personnes dont il faut s'éloigner, moi ça a été mon cas, pour pouvoir changer. Et d'ailleurs, après, on peut retourner vers ces personnes, ou ces personnes reviennent vers nous à un autre moment. Et là, nous reconnaissent et disent, mais c'est fou comme tu as changé, et j'aurais jamais cru que ça puisse être possible. Et là, quelque part, c'est quand vous avez un peu cette satisfaction d'accomplissement, de réalisation en vous disant, je suis enfin devenu celui que je devais être. Moi, c'est vers ça que je tends. Celui que je sais pouvoir être intérieurement, profondément en moi. Alors, ça demande du travail, et peut-être ça s'arrêtera jamais, mais c'est pas grave, c'est ça qui me stimule, moi, dans ma vie. Justement, le travail, finalement, est-ce que c'est pas juste d'être soi-même, d'être en cohérence avec ce qu'on a réellement envie d'impacter, de se détacher finalement, en résumé, de se détacher du regard des autres, de vivre réellement sa propre vie, et puis de pouvoir justement, les personnes, quand je prends les exemples des leaders, qu'est-ce qui fait que ces leaders, on les suit? C'est que justement, qu'ils sont quelque part hermétiques aux critiques et aux flatteries. Donc ils dégagent une aura comme ça très forte, parce que justement, ils sont plus orientés vers ce qu'ils souhaitent changer en eux, parce que quelque part, ils se connaissent. Ils sont pas hermétiques. Finalement, ils sont pas hermétiques. C'est comme le singe de Gorille Ado Argenté quand il est face aux autres, où les autres singes sont en train l'alpha, je dirais, qui est au centre, posé comme ça, qui bouge pas. Les autres s'agitent, crient, font des grimaces, etc. Lui ne dit rien. Et les autres le regardent avec un espèce de respect en se disant, là, il est imperturbable, rien ne l'atteint, rien ne le touche. Mais ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va se barrer tout seul dans un coin, il va se rouler par terre, il va pleurer et il va extérioriser toutes ces émotions. Et les leaders, même Hitler faisait ça, il se retrouvait tout seul il s'enfermait tout seul dans un bureau, il criait, il pleurait, il hurlait, etc. Donc, c'est pas vrai que les leaders sont tout à fait hermétiques. Non, ils sont bien évidemment qu'ils sont touchés. Mais ils sont tellement portés par quelque chose, par une vision, par un projet, par quelque chose de plus grand, qu'ils arrivent à concilier ou à parfois faire preuve de discernement par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et s'il y a des jugements négatifs, ils disent là, ok, c'est du jugement, c'est pas quelque chose qui est fait pour me faire avancer, pour me faire évoluer, donc je vais me sortir de ces jugements et je vais faire preuve de discernement et je vais rester focus sur mon objectif. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui blessent, qu'il y a des choses qui touchent quand on est leader.
Quand on est, de toute façon, en tant qu'être humain, il y a forcément des choses qui nous touchent. Encore une fois, je reviens sur cet effet miroir, mais au-delà de ça, ils ont cette capacité à se connaître au plus profond d'eux, de connaître, comme vous disiez très justement, leurs valeurs, de savoir déverrouiller leurs croyances, et puis de pouvoir justement avancer sans perdre de vue cette vision très forte qui Exactement. anime les personnes qu'ils embarquent avec eux. Exactement, il y a de ça. Alors, il y a un autre truc, c'est que parfois les gens peuvent se dire, ouais, mais si je suis moi-même, ça va être un vrai problème pour les autres parce que je vais me mettre en colère plus facilement. Je vais, au lieu de me taire à des moments, je vais plutôt l'ouvrir. Du coup, ça va poser des problèmes, etc., etc. Donc, quand on dit être soi ou devenir soi, c'est bien évidemment Être par la rapport à une, meilleure version de soi-même, en tout cas. voilà, en rapport avec des valeurs profondes, en étant dans une conscience de l'autre et dans un respect De de l'autre. l'environnement qui nous entoure, de l'autre, de se respecter également soi et de travailler sur ces petits, je dirais, petits travers de l'ego, on pourrait dire de l'ego ou de la partie de nous un peu comme ça pulsionnelle, instinctive, qui est des fois un peu dans l'agressivité, dans la peur, voilà, dans les peurs, dans les, comment on pourrait dire, les blessures, etc., etc. Parce que si on se laisse, si on ne prend pas conscience de ça et qu'on ne travaille pas là-dessus, bien évidemment qu'on a une personnalité rugueuse, je dirais, qui va s'accrocher à tout ce qui passe. L'idée, c'est de lisser un peu tout ça, pas de devenir quelqu'un d'inexistant, mais quelqu'un qui existe par sa lumière intérieure et pas par son armure extérieure. Quelqu'un qui existe par le fait qu'il est là, qu'il est bien, qu'il est bienveillant, qu'il est ouvert, qu'il est dans la mesure du possible, hein, bien sûr, plutôt que quelqu'un qui existe parce qu'il a une super armure avec des grosses armes à l'extérieur et qui s'impose à tout le monde. Et ça, c'est ma vision. Après, chacun a la sienne. Tout à fait. On pourrait débattre pendant des heures et des heures, Guillaume. On arrive au terme de notre webinar. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose à nos participants ce soir? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire Bah, pour clôturer? ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout ne désespérez pas. Il est tout à fait possible de changer, il est tout à fait possible d'aller vers ce que vous voulez être. Alors bien évidemment, ça va demander peut-être des transformations personnelles, des apprentissages, des changements qui peuvent parfois être déstabilisants, mais c'est possible si vous avez au fond de vos tripes, au fond de vous, ce sentiment, cette conviction profonde que vous pouvez faire autre chose dans votre vie et être autre chose, je vous garantis que c'est possible. Si vous avez besoin, je peux vous accompagner pour ça, mais il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a plein d'autres personnes avec plein de techniques différentes, parce que selon les personnalités et selon ce que vous voulez développer, il y a des gens bien plus compétents dans des domaines, etc. Mais en tout cas, c'est possible de se débarrasser aussi bien de ce qui bloque du passé que de lever les freins et ce qui nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est le message que je vais vous faire passer, parce que moi, c'est ce qui m'anime le plus. Ensuite, j'ai envie de leur dire, franchement, cette croisière, c'est presque un cadeau, parce que c'est un bateau relativement exceptionnel. Alors oui, c'est luxe, etc., etc., mais ça fait du bien de temps en temps de se baigner dans le luxe, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est une croisière en Méditerranée, c'est plein d'intervenants, c'est des interactions avec beaucoup de personnes qui seront comme ça, plein d'orchidées, je dirais, qui vont se réunir sur ce bateau. Pendant 8 jours. Avec éventuellement leur famille, etc. Donc, ils vont pouvoir travailler sur plein de choses. Tout ça pour un coût qui, pour moi, enfin, quand j'ai eu le prix, je me suis dit, ah bon, j'ai imaginé que ce serait au moins le double. Donc, ça me paraît être une superbe opportunité. Si les personnes peuvent le faire, je les invite vraiment à le faire. Voilà, et à venir nous rejoindre. Parce que je trouve que voilà, c'est un super truc. Mais il y a d'autres façons aussi de se développer. Mais en tout cas, pour moi, il est intéressant parce qu'il extrait les gens justement de leur milieu pendant suffisamment de jours et suffisamment de temps pour pouvoir leur permettre de transformer des choses et ne pas être, dès qu'ils rentrent à la maison le soir ou après la séance de coaching ou quoi que ce soit, reconfrontés à leur environnement qui les stimule négativement. Donc ça peut permettre d'opérer des changements et ensuite de revenir avec un vrai projet de vie, une vision claire, une motivation pour faire bouger les choses. Merci. Merci de conclure sur ces belles paroles, Guillaume. Je vous remercie infiniment. J'aurai le plaisir la semaine prochaine à votre place, Guillaume, de recevoir Nargis. Nargis sera avec nous le 7 octobre de 21h à 22h. Elle nous présentera le yoga, guide vers la paix intérieure. Les
points clés de chaque présentation de yoga. Donc, elle va nous résumer tout ça. Donc, c'est Nargis Saadi. Je vous remercie encore. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont été présentes sur ce webinaire. Vous allez recevoir dans les prochains jours des mails avec les replays et des webinaires, plus les biographies complètes de nos intervenants. Et vous aurez plus d'informations sur www.humanvision.lu. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci Guillaume. À très bientôt. Merci à tous ceux qui sont restés malgré les perturbations, qui ont été patients, pour persévérer. Ça va payer un jour. Voilà. Merci à tous. Au revoir, belle soirée. Au revoir Guillaume. Au revoir.